La paix est-elle à portée de main en Ukraine? La rencontre du Vatican avec Volodymyr Zelensky a-t-elle changé Donald Trump? Quel deal tente d'imposer Donald Trump en Ukraine? Une telle paix serait-elle une défaite pour les Occidentaux? Je vous retrouve tout de suite pour en débattre avec nos invités. Céline Maranger, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheuse sur la Russie, l'Ukraine et le Bélarus à l'IRSEM, l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Vous avez enseigné entre autres à Columbia, Harvard et Sciences Po. Et vous êtes l'auteur d'un ouvrage sur les guerres de l'information à l'ère numérique, publié aux éditions PUF. Général Trinquant, bonsoir. Bonsoir. Votre dernier, vous êtes spécialiste de géopolitique et votre dernier livre, D'un monde à l'autre, comprendre les nouveaux enjeux géopolitiques, a été publié aux éditions Robert Laffont. Isabelle Lasserre, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes correspondante diplomatique du Figaro. Votre dernier livre, Macron-Poutine, les liaisons dangereuses, a été publié aux éditions de l'Observatoire. Tanguy Duertemé, vous êtes grand reporter au service international du Figaro et vous avez effectué plusieurs reportages en Ukraine. Alors, ce week-end a eu lieu une rencontre surprise entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky au Vatican. À son retour, Donald Trump a eu cette phrase: Poutine n'avait aucune raison de tirer des missiles sur des zones civiles, des villes et des villages ces derniers jours. Cela me fait penser qu'il ne veut pas, peut-être pas arrêter la guerre, qu'il me marche dessus et qu'il faut le traiter différemment. Céline Maranger, vous avez l'impression que cette rencontre, on a l'impression d'un changement de tonalité quand même de Donald Trump après cette rencontre avec Volodymyr Zelensky. Est-ce que vous avez vous aussi cette impression et est-ce que c'est une bonne nouvelle après tout ce qui s'est passé ces dernières semaines? Je pense qu'il y a eu beaucoup... je pense que Donald Trump change très souvent d'avis et qu'il ne faut peut-être pas exagérer la portée de ses déclarations sur son média, sur son réseau social. Cela étant dit, je crois qu'il y a... D'un côté, les Américains veulent aboutir très rapidement et proposent un plan de paix. Et avant de discuter peut-être des modalités de ce plan de paix américain, je crois qu'il faut revenir et rappeler ce que les Russes demandent pour un simple cessez-le-feu. Les conditions d'un cessez-le-feu, elles ont été énoncées par Vladimir Poutine en juin 2024. Il demandait à ce que l'Ukraine renonce à toute perspective d'adhésion à l'OTAN, à ce que l'Ukraine accepte d'être, je cite, démilitarisée et dénazifiée, c'est-à-dire qu'il y a un changement de régime en Ukraine. Et donc on voit à travers cela que la Russie n'a pas renoncé au but maximaliste qu'elle s'était fixé au départ. Et hier, Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, a ajouté à ces conditions déjà présentes d'autres conditions, à savoir que donc les Américains et les Occidentaux reconnaissent tous les territoires occupés d'Ukraine, qu'il y ait un abandon des poursuites judiciaires et une levée des sanctions, que la souveraineté russe soit reconnue sur l'intégralité des... Et le quatrième, c'était le fait qu'il demandait des garanties de sécurité. Et donc, ce qui m'apparaît quand même, c'est que c'est comme souvent avec les Russes, c'est le monde à l'envers. C'est-à-dire qu'ils sont en train de demander des garanties de sécurité et d'ajouter de nouvelles exigences à un moment où, en fait, ils auraient une opportunité pour négocier un accord de paix. Donc, moi, ça me conduit à penser qu'ils ne sont pas vraiment sérieux dans leur désir de paix, ce qui n'exclut pas pour autant qu'ils aient l'intention de profiter de ce moment pour se ménager une pause opérationnelle et reconstituer leurs forces. Mais je ne crois pas qu'ils aient renoncé à leur but de guerre initiaux.
Et quand ils disent qu'ils veulent des négociations directes au plus haut niveau, alors qu'on sait très bien que la législation ukrainienne interdit de parler directement à Vladimir Poutine, c'est une nouvelle façon de retarder oui, ou de jouer avec les Américains? Certainement. En tout cas, si vous voulez, si on réfléchit à l'art de la négociation à la russe, et ce que l'histoire nous enseigne sur l'art de la négociation à la russe, ce sont les rois de la manœuvre dilatoire. Ils ont toujours fait ça. C'est-à-dire il y a deux techniques éprouvées qu'ils ont utilisées à de nombreuses reprises dans l'histoire. La première, c'est d'avoir des exigences vraiment maximalistes et ensuite d'attendre. Et la deuxième, c'est de manipuler, de dissimuler leurs intentions. Et par ailleurs, et ça ils sont en train de le faire en ce moment, ils cherchent aussi à façonner l'environnement. Avant et pendant les négociations, en augmentant la brutalité des frappes, en augmentant la pression militaire sur le front et en intensifiant certainement aussi toutes les manœuvres hybrides qu'ils peuvent mener à la fois en Ukraine et dans les pays occidentaux. Ça, on va y revenir tout à l'heure. Isabelle, on disait Trump aligné sur les positions des Russes. On a l'impression d'une inflexion après ce qui s'est passé au Vatican. Est-ce qu'il est prêt maintenant à mettre la pression sur les Russes pour obtenir ce fameux cessez-le-feu qu'il veut absolument obtenir? Il a l'air de s'impatienter quand même. Alors, il s'impatiente, mais je pense qu'il n'est pas prêt à mettre la pression au point où ça a été parfois décrit. Je pense que Donald Trump veut un accord de paix, ou en tout cas, oui, au moins cessez-le-feu très très rapidement. Donc il veut imposer ce cessez-le-feu. Il pensait que c'était plus facile de l'imposer au plus faible. En lui tordant le bras du plus faible, ça paraît c'est très compliqué parce que Zelensky, aidé des Européens et notamment de la France, résiste. Quand c'est Poutine qui pousse le bouchon trop loin, il tape aussi un petit coup sur Vladimir Poutine. Sur le fond, je pense qu'il y a une véritable volonté de normalisation des relations russo-américaines des deux côtés, et que ça, c'est beaucoup plus important, et que, en fait, Trump a un plan qui dépasse, en fait, le cessez-le-feu. C'est-à-dire qu'il est en train d'essayer de s'arranger avec... Le but de Trump, c'est le business, ok? Et c'est mieux pour le business qu'il n'y ait pas de guerre. Je parle comme ça parce qu'il parle un peu comme ça. Et Trump veut, en fait, avoir un accès aux minerais précieux, aux terres rares. Ces terres rares, ces minerais précieux et tout ce dont ont besoin, en fait, les nouvelles technologies, le développement, la transition énergétique, etc., ça se trouve massivement, alors en Chine, mais surtout aussi en Russie, au Groenland et dans l'Arctique. Donc, en fait, Trump s'est imaginé un monde dans lequel il coopérerait avec la Russie pour des raisons économiques, pour co-gérer l'Arctique, pour co-gérer certaines exploitations minières en Russie. Et donc c'est ça son objectif à long terme. D'ailleurs, on voit que certaines... En Russie, le discours a commencé à être infléchi vis-à-vis de Donald Trump. Les doctrines qu'on trouve dans les services de renseignement ne parlent plus d'un ennemi depuis 10 jours, mais d'un partenaire. Or, en Russie, on ne change pas les termes comme ça en 5 minutes. C'est un truc mûrement réfléchi. Et donc, je pense que tout ça, c'est de la tactique, c'est de la com, pour réussir à imposer un plan de paix qui, à la fin, sera sans doute un mélange et un compromis entre le plan de paix de Trump, le contre-plan de paix des Européens, les désirs de Volodymyr Zelensky et les exigences absolument maximalistes de la Russie. Ce plan de paix, bien entendu, sera complètement favorable à la Russie. Et en fait, dans le détail de ce que dit le fameux plan. Ce qu'ils sont en train d'essayer de négocier là, c'est d'essayer d'avoir un espèce de milieu qui permette au moins d'avoir un cessez-le-feu. Et Trump n'a pas changé, je pense, de camp. Même s'il impose des petites sanctions, c'est pas des sanctions nouvelles la semaine prochaine qui vont effondrer l'économie russe ou qui vont faire s'effondrer le régime russe ou amener Poutine à la table de négociation. Il ne l'a pas fait depuis 2022 et même depuis 2014 avec toutes les sanctions européennes. En fait, la véritable clé pour changer le rapport de force, c'est que les Américains se mettent à
armer beaucoup plus les Ukrainiens, et ça, il n'en est pas question. Donc, le choix, il est déjà fait, c'est le choix de la Russie. Général Trinquant, Céline Marangé en parlait tout à l'heure, on n'a pas l'impression que Poutine ait levé le pied d'un point de vue militaire. Est-ce que vous observez cette intensification des combats? Est-ce que vous avez l'impression, comme le disait Zelensky il y a quelques semaines, que se prépare une offensive de printemps du côté russe? Est-ce qu'on a des indices de ça réels? Il y a la continuation de la guerre, en fait. Comme le disait Isabelle, moi je crois que l'Ukraine, de toute façon, n'intéresse ni M. Poutine, ni M. Trump. Ils veulent dialoguer ensemble, ils veulent coopérer ensemble, ils veulent travailler ensemble. Le seul problème, c'est que M. Trump a dit qu'il aurait un accord, d'abord en 24 heures, puis en un peu plus de temps, et à 100 jours. Et on est à 100 jours. Et il n'a toujours pas cet accord. Donc la seule chose qui le gêne aujourd'hui, M. Trump, c'est que Poutine n'a absolument pas changé, et que donc on se berce d'illusions en pensant que la position modifie. Elle ne se modifie pas du tout. Et donc, eh bien, la continuation de la guerre sur le terrain. Alors sur le terrain, on le voit aujourd'hui, avec une utilisation massive des drones. Les distances de sécurité, vous savez, de part et d'autre, étaient autrefois de 2 km. Maintenant, elles sont de 7 km. C'est-à-dire que tout soldat qui est dans la zone de 7 km est passible d'une frappe. D'où l'utilisation par les Russes, en particulier, des motos et des quads. Pourquoi? Parce que les véhicules blindés, c'est un peu gros, ça se fait frapper tout de suite. Une moto, ça zigzague, ça va vite, et donc c'est plus difficile à être frappé. Donc je crois qu'il y a une continuation, alors temps sec, ça aide peut-être, mais il y a une continuation de tout ça. Mais il faut bien voir, là, on voit la carte, oui, on a la carte entre juin 24 et juin 25. Mais moi, je rappelle toujours qu'aujourd'hui, la Russie occupe moins de terrain qu'en septembre 2022. C'est-à-dire que toute l'opération russe est un échec. Et ils sont obligés de continuer la guerre avec des moyens qu'ils n'avaient pas, qu'ils inventent. Et comme les Ukrainiens, ils inventent très vite tous les moyens de faire la guerre avec des drones, mais ils perdent énormément de drones. Et vous vous rendez compte que quand on parlait de soldats nord-coréens, on se moquait de nous il y a quelque temps. Maintenant, les Nord-Coréens et les Russes disent « bah oui, on avait des soldats nord-coréens ». Donc ça montre la déficience qu'il y a dans l'armée russe. Mais je crois qu'ils vont continuer, parce qu'il faut bien se rappeler, au-delà des éléments qui ont été rappelés, c'est que territorialement, le président Poutine va très loin. Il demande l'annexion des 4 oblasts et de l'Ukraine. Alors, la Crimée, pardon. La Crimée, c'est depuis 10 ans. Mais les 4 autres oblasts, c'est depuis septembre. Oui, la précision de Céline Marangé est importante parce qu'ils ne contrôlent pas la totalité c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que non seulement on demande de contrôler du territoire qui est occupé par les forces russes, mais on demanderait à l'Ukraine de se retirer de territoire ukrainien sous prétexte que les Russes les ont annexés en septembre 2022. Donc c'est totalement inacceptable. Donc je pense que la Russie va continuer. Alors, un terme qui n'est pas apparu, que j'aime beaucoup de M. Trump, c'est est-ce que Poutine est en train de me balader? Oui. Et c'est ça. En fait, Poutine est en train de me balader. Donc on va voir si le Saint-Esprit est tombé sur M. Trump lorsqu'il s'est rendu au Vatican avec M. Zelensky, et si enfin que la lumière soit, et qu'il a compris qu'il se fait balader. Il se fait balader par M. Poutine depuis le départ, et il n'a pas de position ferme, puisque sa position, c'est la position russe, comme le disait Isabelle, et qu'à certains moments, il est obligé de dire quand même, les Russes, ils vont un peu loin. Et donc, il n'est pas capable d'avoir une position fixe. Donc, la négociation de M. Trump, c'est comme d'habitude n'importe quoi, et je rappelle simplement que dans le premier mandat, Trump n'a réussi aucune négociation. Il a tout raté. L'Afghanistan, l'Iran, tout. Il a absolument tout raté. Accord d'Abraham. Comment? Les accords d'Abraham. Non, pardonnez-moi Isabelle, je vous l'ai déjà dit. Les accords d'Abraham, ça aurait été bien s'il avait parlé de la Palestine. Oui. Il n'en a pas parlé. Et donc ça a été cause de guerre. Oui. Ça a été de cause de guerre. Donc il a tout raté. Tanguy, l'impatience de Trump s'est manifestée déjà avant la rencontre du Vatican. À un moment, il a dit, il a interpellé Poutine en lui disant stop shooting. Ça suffit, Vladimir. Ça suffit, Vladimir. Et pourquoi à ce moment-là,
Qu'est-ce qui s'est passé? C'était des tirs sur les populations civiles, c'est ça? Oui, c'est quand même très difficile au moment où manifestement il a des positions pro-russes d'accepter ces images, parce que Trump est quelqu'un qui regarde la télévision tout le temps, qui regarde les réseaux sociaux, et on voit ces images d'immeubles éventrés, de femmes qui pleurent, et on sait à quel point on a une proximité avec les images africaines ne choquent pas, mais là, les Américains se reconnaissent dans ces gens qui meurent, et c'est très difficile pour lui de dire c'est Zelensky qui a tort. C'est des Ukrainiens qui sont en train de souffrir sous les... Donc là, il est obligé de manifester sa colère parce que la pression, quand même, voilà, tout simplement la pitié des gens se manifeste vis-à-vis de l'Ukraine. Et il n'y a pas beaucoup de justification à aller éventrer une barre d'immeuble. Alors oui, toujours on dit il y avait des buts de guerre à côté, on a raté un petit peu. Bon, ça ne tient plus. Et ça, c'est quelque chose de gênant pour lui dans cette rhétorique, parce que plus ça dure, effectivement, plus il est difficile pour lui de justifier ses positions pro-russes, puisque plus d'Ukrainiens meurent. Et moi, je trouve qu'on a vu se dessiner une forme de d'autres portes qu'il aurait entrouvertes, et notamment avec les déclarations de Rubio, le secrétaire d'État, qui a dit si ça ne va pas vite, on a deux choses à faire. Donc l'idée que Trump tout simplement claque la porte et dise débrouillez-vous maintenant, finalement, Zelensky Quelqu'un veut y pas... croit ça, est-ce que Trump claque la porte? Ça peut être provisoire. La question est de savoir s'il claque la porte en laissant les Ukrainiens bénéficier du partage du renseignement américain et des livraisons d'armes, ou s'il arrête tout. Moi, je pense qu'il peut se retirer, mais vraiment l'interrogation centrale, elle est là. Pour l'instant, dans le domaine de l'armement, c'est ce qu'il fait. Il n'y a plus d'armement américain qui arrive en Ukraine. Notamment pour les patriotes, c'est ça, c'est un gros problème pour la défense aérienne exactement. Mais peut-être pour compléter ce que le général a dit tout à l'heure, je pense qu'ils sont certainement en train de planifier des opérations ponctuelles pour le printemps, mais ils n'ont plus... En tout cas, ils n'ont plus les capacités de mener des offensives majeures comme ils ont pu le faire l'année dernière, par exemple, à la même période, pour plusieurs raisons. Voilà. Ou comme ils viennent de le faire à Koursk. Ouais, ou comme oui, enfin, mais Koursk, c'était très petit et ça leur a pris D'accord, mais des ils ont mois. monté une offensive majeure. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'en fait, il y a plusieurs raisons qui expliquent qu'ils n'ont pas les capacités pour préparer une manœuvre d'envergure. La première, c'est qu'en fait, ils ont aussi des difficultés de recrutement. Les Russes perdent ces derniers mois il y a entre 30 et 35 000 hommes mis hors de combat chaque mois. Ils arrivent à recruter environ 30 000. Mais c'est tout ça avec difficulté. Et par ailleurs, et le général Zaloujny, l'ancien chef d'état-major des forces armées ukrainiennes, l'a très bien expliqué dans un article récent, aujourd'hui vous avez une transparence complète du champ de bataille. Et donc... sur 10 km de part et d'autre, en fait, les chars peuvent être... Enfin, vous ne pouvez plus approcher les hommes, mais aussi les choses que vous êtes... Des zones de sécurité. C'est ça. En fait, ils sont à la merci de drones, c'est-à-dire que vous pouvez détruire des équipements extrêmement coûteux avec des drones très bon marché. Et par ailleurs, la Russie, je veux dire que l'effort qu'elle a fourni depuis l'été dernier a causé une très forte attrition parmi les troupes, mais aussi une attrition des équipements. Donc ils n'ont plus suffisamment de matériel et d'hommes pour pouvoir se lancer dans une offensive de cette envergure. Ce qui me conduit à penser, ce qui peut laisser penser qu'ils auraient intérêt à se ménager une pause. Tanguy, sur l'affaire de Koursk, Zelensky a perdu une carte dans les négociations, comme dirait oui, Trump. On avait l'impression que cette offensive était avant tout un but de se construire un petit atout pour pouvoir effectivement échanger du terrain, parce que pour Poutine, c'est quand même une humiliation terrible que d'avoir une partie de la Russie occupée par l'Ukraine. Et effectivement, cette carte, il l'a perdue. Alors on peut discuter de savoir si effectivement, comme dit Poutine, l'intégralité de Koursk a été reprise, ou si, comme dit Zelensky, il en reste un petit peu, mais s'il en reste, c'est infime, c'est rien du tout, c'est peut-être un village dans un coin. Donc oui, ils ont perdu
cette carte, mais à quel prix? Comme l'a fait remarquer le général, il a fallu organiser une contre-offensive majeure, ça a pris énormément de temps, ils ont dû engager des troupes nord-coréennes, ce qui est quand même invraisemblable que la Russie ait besoin d'aller chercher des troupes nord-coréennes pour faire un assaut sur son propre territoire. Enfin, s'il y avait une analyse qui était... Si les Russes n'étaient pas enfermés dans cette espèce de bulle informationnelle, il est probablement que ça réagirait beaucoup. Et on sait que les blogueurs militaires réagissent beaucoup là-dessus, sur cette incapacité des Russes à reprendre leur propre territoire. Céline, venons-en au contour de l'accord qu'essaie d'imposer Donald Trump. Vous parliez tout à l'heure des conditions des Russes. Celles de Trump sont très proches et il parle notamment d'un abandon de souveraineté sur la Crimée, puisque les États-Unis reconnaîtraient la souveraineté russe sur la Crimée et des 4 fameux oblasts. Voilà. Est-ce que ça, même si à ce stade de la négociation, on comprend que les Ukrainiens n'aient pas envie de l'évoquer, mais est-ce qu'à terme, c'est quelque chose qui serait acceptable pour les Ukrainiens ou non ? Je crois que ce serait très difficile. Et je pense que, alors, sur les questions territoriales, l'accord de paix des Américains prévoit une reconnaissance déjurée de la Crimée, c'est-à-dire en droit, par les États-Unis, une reconnaissance de facto du contrôle par la Russie des 4 oblasts que eux estiment en partie occupés par les Russes. Voilà. Et il prévoit aussi la restitution par la Russie de la petite partie de l'oblast de Kharkiv qui est aujourd'hui occupée par la Russie. Pour les Ukrainiens, c'est tout à fait inacceptable, je pense, parce que l'union sacrée, elle s'est faite en Ukraine depuis 2022 autour de l'idée qu'il fallait reconquérir l'intégralité des territoires perdus depuis 2014. C'était vraiment ça le mot d'ordre qui semblait déjà à l'époque, il y a déjà un an et demi, assez irréaliste comme objectif, mais c'est ce qui a fondé le consensus national. Et je pense que si les Russes insistent tant pour qu'il y ait une reconnaissance à la fois de la Crimée, mais aussi des 4 territoires dans leurs frontières administratives, c'est qu'ils espèrent à travers ça créer de l'instabilité à la fois en Ukraine, mais aussi dans l'armée. Parce que je pense que pour l'armée ukrainienne, ce serait très difficile d'accepter l'idée de devoir évacuer les parties de ces 4 régions qu'elle contrôle aujourd'hui, et notamment la ville de Zaporijia, à laquelle vous faisiez référence tout à l'heure. Alors, quelle est la position des Ukrainiens et des Européens sur les enjeux territoriaux ? Et là, il y a consensus entre les deux, c'est de dire qu'on va remettre à plus tard, c'est-à-dire la discussion des questions territoriales, et notamment après un cessez-le-feu. On ne discute pas des questions territoriales avant que n'entre en vigueur un cessez-le-feu. Il y a d'autres, dans ce plan de paix, il y a donc les questions territoriales, il y a la question des sanctions, auquel il a déjà été fait référence. Pour les sanctions, en fait, c'est assez ambigu. Les Américains envisagent de lever les sanctions prises concernant l'annexion de la Crimée depuis 2014. Mais est-ce que c'est seulement celle qui concerne la Crimée ou est-ce que ça s'étend aux autres sanctions ? Ça, on n'a pas bien compris. Et l'objectif, comme le disait très bien Isabelle Lasserre tout à l'heure, c'est quand même de reprendre les relations commerciales et de lancer des projets dans le domaine énergétique et dans le domaine industriel. Et là, évidemment, les Ukrainiens et les Européens freinent des cas de fer, refusent l'idée de devoir... ils refusent l'idée de restituer les avoirs gelés de la Banque centrale, qui sont gelés en Belgique, donc qui sont contrôlés par les Européens. Et ils estiment que ces avoirs doivent permettre la reconstruction et la compensation de l'Ukraine. Et ils souhaitent, concernant les sanctions, qu'en fait, il y ait un mécanisme de levée graduelle en fonction des progrès
de la mise en œuvre du cessez-le-feu et qui est un mécanisme qui permette de revenir en arrière et de réinstituer des sanctions si ce cessez-le-feu était violé. Isabelle, on voit mal les concessions de la Russie dans tout ça. Est-ce qu'il y a des concessions russes dans l'accord prévu par Trump ? Non, aucune, mais ça c'est normal puisque Donald Trump s'est engagé dans les pourparlers avec la Russie en présentant sur un plateau, avant même que ces pourparlers ne commencent, tout ce que demandait Vladimir Poutine, et même davantage en ce qui concerne la question de l'OTAN. Donc Vladimir Poutine n'a absolument aucune raison de faire des compromis. Si Trump arrive à instaurer un cessez-le-feu, ce qui à mon avis est vraiment possible, hein, la Russie sera obligée d'en faire, mais ils vont mettre le curseur très très haut. Et ils n'accepteront le cessez-le-feu que si ce cessez-le-feu leur est favorable. Alors la question qui se pose en face, il y a des choses qui sont possibles d'aménager. Effectivement, Zelensky a déjà fait des compromis. Il a déjà dit que comme ils n'étaient pas capables, il tient compte de la réalité, Zelensky. Il dit, puisqu'on n'est pas capable de récupérer la Crimée et les 4 oblasts, on les met entre parenthèses, on le fera de manière diplomatique. Dans 10 ans, après tout, Poutine a 72 ans, il ne va pas non plus vivre jusqu'à 105 ans. Donc on peut attendre, il y a des pays qui ont attendu très longtemps, les pays baltes ont vécu sous l'occupation soviétique et puis ils ont récupéré... Comment ? L'ex-RDA. Oui, voilà. Non, mais là en l'occurrence, les pays baltes, c'est plus lié au sujet parce que l'Europe n'avait pas reconnu en fait l'annexion soviétique des pays baltes. Oui. Vous voyez, donc on n'est pas obligé. Si demain, ce qui est possible, Trump déclare moi je reconnais la Crimée russe, il emmènera sans doute des pays du Sud global qui feront absolument la même chose que lui, mais l'Europe n'est pas obligée de faire la même chose et la situation pourrait être différente dans 10 ou 15 ans. Mais l'Ukraine est tellement en difficulté aujourd'hui, c'est ce type de choses dont on va discuter. C'est-à-dire que il est probable, en fait, que l'Ukraine perde, au moins pour un temps, les régions qui aujourd'hui sont occupées. Ça satisfera Vladimir Poutine, qui pourra parader en disant voilà, j'ai récupéré ce qui nous appartenait, la Crimée, un peu plus, j'ai gagné la guerre. Et Volodymyr, là, ce qui se joue en ce moment, pour limiter les dégâts, toute la question, c'est de savoir ce que peut obtenir l'Ukraine en échange, qui pourrait, en fait, lui donner quelque chose en plus. Et là, c'est l'ancrage dans le camp occidental, c'est-à-dire... sans adhésion à l'OTAN. Alors, sans adhésion à l'OTAN, pour l'instant, parce que ça aussi, on se dit que... Mais voilà, mais c'est là qu'il y a la question extrêmement sensible et totalement inaboutie des garanties de sécurité. C'est-à-dire qu'il faut inventer un système où, tout en gelant les lignes, sachant que Vladimir Poutine va utiliser le gel des fronts pour essayer de déstabiliser le pouvoir politique à Kiev, de le faire partir, de mettre une marionnette politique à sa place, comme il a fait en Géorgie, comme il fait partout, et pour faire repartir l'Ukraine dans le giron russe, pour empêcher ça, il faut de solides garanties de sécurité. Et c'est là que tout le jeu européen, c'est d'essayer de faire en sorte que les Américains restent dans le jeu et que des garanties américaines, si jamais les Américains sont en Ukraine pour les minéraux, pour exploiter les minerais, etc., ils seront bien obligés d'avoir des protections, etc. Et si les Européens montent vraiment en puissance, il faut en fait réussir à dissuader Poutine de aller jusqu'au bout de son objectif qui est d'avaler l'Ukraine. Général Trinquant, vous y croyez à ça, que ce soit une garantie de sécurité, le simple fait d'avoir des entreprises américaines qui exploitent les minerais en Ukraine? C'est suffisant. Hein. C'était l'argument. Et il parle, enfin Donald Trump dit la concession de Poutine, c'est qu'il renonce à attaquer le reste de l'Ukraine. Est-ce que justement on peut, avec des garanties de sécurité,
sans ou avec les États-Unis, garantir ça? Alors c'est le projet que les Européens mettent sur la table. On ne croit pas une minute au fait que, parce qu'il y a des entreprises américaines, il y aura une garantie de sécurité. Les entreprises américaines, ça sera du capital, hein. Le personnel, il sera ukrainien ou je ne sais pas quoi. Donc on n'y croit pas trop. En revanche, ce que les Européens mettent sur la table, c'est la capacité d'Européens à être présents sur le sol ukrainien et d'avoir, eux, une garantie de sécurité américaine. Si on se déploie, no boots on the ground pour les Américains, on est bien d'accord, mais nous, on déploie des soldats, donc vous, appui aérien, protection aérienne, c'est ce truc-là qui, pour l'instant, ne fonctionne pas, il faut être clair, mais d'abord, c'est une exigence des autres Européens, un peu moins des Français, mais tous les autres Européens disent, nous, on n'y va pas si on n'a pas une protection des Américains, et donc c'est quelque chose qui pousse en avant. Mais pour revenir un peu plus sur le problème de la négociation, si vous voulez, les Russes ne font aucune concession. Mais en l'état du dossier, M. Zelensky ne peut pas en faire non plus sur les territoires. Alors qu'en avril 2022, sur la table, il y avait exactement ce qu'Isabelle a décrit, c'est-à-dire, bon, on va discuter pendant 15 ans des problèmes de territoire. En attendant, on règle d'autres sujets. Mais aujourd'hui, il ne peut plus en venir à cette position aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que ça ne viendra pas dans la négociation. Pourquoi? Parce qu'il se heurte au mur russe. Donc face au mur russe, il faut bien un mur ukrainien, parce que si on commence à mettre ça, on va prendre ça. Et donc il ne peut pas aujourd'hui faire ça. Est-ce que M. Trump, à un moment, va comprendre que la négociation dans laquelle il s'est lancé ne débouchera jamais sur rien à cause de sa position pro-russe? Ça, c'est une autre question. Et il ne veut pas écouter les Européens. Alors, c'était intéressant, la réunion qu'il y a eu à Paris il y a quelque temps. Divine surprise, comme on dit pour tout le monde, personne n'y attendait. On l'a appris à 9h moins 5 pour ceux qui rentraient sur le plateau à 9h, vous voyez. Donc, ça y est, les Américains sont là, les Ukrainiens sont là, les Européens sont là. Bon. Est-ce qu'il en est sorti quelque chose? Pour l'instant, non. On a eu M. Rubio à la sortie qui a dit, écoutez, les Américains, on a d'autres chats à fouetter que de s'occuper de ça, donc on risque de laisser tomber. Et ça, laisser tomber, c'est à mon avis une menace pour M. Zelensky, mais aussi pour M. Poutine. Parce que pour M. Poutine, ça veut dire, il va falloir que je continue comme ça. Et compte tenu de l'état de ses forces aujourd'hui, sur le moyen terme, il n'est pas sûr qu'il soit en position favorable. Et, Tanguy, est-ce que les Ukrainiens, de leur côté, peuvent continuer la guerre sans le soutien des Américains? Là, on voit qu'ils manquent de patriotes, ils vont commencer à manquer de beaucoup de choses. Ils avaient dit qu'ils pourraient tenir 6 mois. C'était un peu optimiste, certains disaient 3 mois. Là, on sait que les Américains ont cessé un certain nombre de livraisons. Mais aujourd'hui, en fait, ça dépend de quoi on parle. C'est-à-dire que si on parle de ce qui était le problème au tout début de la guerre, c'est-à-dire l'artillerie, etc., ça, c'est à peu près réglé. D'autant qu'aujourd'hui, l'artillerie a beaucoup moins de rôle, le général l'a évoqué. Aujourd'hui, ce sont les drones. Il y a 10 000 drones côté ukrainien en vol en permanence. 80% des soldats, des pertes russes, c'est des drones. Donc aujourd'hui, tout est sur le drone. En revanche, sur un certain nombre de systèmes, de gros systèmes, même si les Américains n'en fournissent que relativement peu, ils sont fondamentaux. On a évoqué les patriotes, et c'est peut-être aussi pour ça que Donald Trump râle comme ça publiquement des morts qui sont faits de bombardements à Kiev, dans les villes, parce qu'il sait que s'il arrête les patriotes, il y a un risque que ça se multiplie, et que là, qu'il soit directement, qu'on puisse directement le blâmer pour ça, en disant « mais vous ne livrez pas d'anti-aériens, ce sont des armes défensives ». Ça, c'est problématique. Et l'autre grand problème, ça le général l'a évoqué aussi, c'est le renseignement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si le champ de bataille est totalement transparent pour les Ukrainiens, c'est parce que les Ukrainiens savent ce qu'ils font, parce que les Américains le leur disent. Les Européens peuvent compenser en partie, mais pas totalement. Et ce qui veut dire qu'aujourd'hui, pour définir des cibles en profondeur, les Ukrainiens ne peuvent pas le faire. Et ne peuvent faire d'autant moins si, effectivement, en plus, les Américains arrêtent les missiles les missiles pour les HIMARS, qui sont la base de leur attaque en profondeur. Ils peuvent compenser légèrement par des missiles antiaériens, mais là encore, peu d'avions, plus compliqué, plus difficile. S'ils n'ont pas les HIMARS, ils ne peuvent pas faire grand-chose en réalité. Donc ça, c'est les Américains qui tiennent les clés de ça. Mais effectivement, Trump est là-dessus, comme il est sur beaucoup de sujets, assez changeant. Il arrête, il reprend en partie. On ne sait pas exactement ce qu'il livre aujourd'hui. C'est plus tellement dit. On ne sait pas si les Américains, s'ils en livrent encore. Et le dernier point, c'est qu'il peut arrêter de livrer, mais autoriser des gens à livrer du matériel américain.
L'autorité européenne a acheté du matériel américain à le livrer. Ça aussi, c'est dans les larmes. On ne sait pas si l'autorité... Alors, on va regarder tout de suite un extrait d'une déclaration du futur chancelier allemand Friedrich Merz, justement pour un peu son état d'esprit sur la crise en Ukraine. Und deshalb ist der Kampf der Ukraine gegen die Aggression Russlands auch ein Kampf für den Erhalt des Friedens und der Freiheit in unserem Land. Denn auch wir sind unmittelbar durch diesen Krieg und durch Russland bedroht. Isabelle, il dit ça, c'est très bien, mais en même temps, il semblerait que lui qui avait dit pendant sa campagne qu'il était prêt à fournir des missiles Taurus à l'Ukraine, avec sa coalition avec le SPD qui est contre la livraison de Taurus, il soit plus prêt à le faire. Est-ce que si, malgré tout, Donald Trump parvenait à tordre le bras des Ukrainiens pour faire cet accord de paix, à quel point ce serait problématique pour les Occidentaux? Ce serait une forme de défaite? C'est-à-dire que le principe de l'intangibilité des frontières est remis en cause? Vous voulez dire si le plan de Trump est appliqué, oui, avec en fait la reconnaissance de la Crimée russe, oui, voire de oblasts. Oui, ce serait terrible parce qu'en fait, on assiste depuis les guerres de Vladimir Poutine à une destruction progressive du droit international. Cette destruction a été accélérée depuis l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche. Et là, ce serait la consécration de la fin du droit international, tout simplement, et de l'ordre issu de 1945. Alors, il n'est pas très en bonne santé, cet ordre, il est vraiment en train de s'effondrer. Mais alors là, en fait, on reconnaîtrait que tout, en fait, ce sur quoi on base les relations internationales entre pays civilisés, eh ben, ça ne marche plus, c'est du vent, puisque l'intangibilité des frontières n'est plus du tout reconnu et qu'il suffit de vouloir un pays pour s'en emparer. Ça a déjà quand même largement commencé quand Donald Trump a dit sa volonté de s'emparer du Groenland, du Panama et du Canada. Mais il faut vraiment le prendre au sérieux. C'est-à-dire que moi je pense qu'il veut vraiment le Groenland et on ne peut pas exclure qu'il réussisse à s'emparer du Groenland. Il y a 55 000 habitants, il suffit d'envoyer 10 000 personnes. Enfin, je veux dire, c'est pas pour rire. Alors là, dans ces cas-là, bon, le droit international s'effondre, mais aussi, qu'est-ce qui se passe dans 6 mois ou dans 1 an avec Taïwan, qui est revendiqué par la Chine? Qu'est-ce qu'on pourra dire, nous, aux Chinois? Vous n'avez pas le droit de vous emparer de Taïwan. On n'a pas été foutu d'empêcher que la Russie s'empare d'un bout de territoire qui n'est pas le sien sur le sol européen. Et cet exemple peut se multiplier dans le monde entier. Donc, effectivement, les conséquences risquent d'être assez graves en fait. Je sais pas ce qui reste. Je sais pas comment l'Europe après va faire pour défendre son modèle qui est basé sur le droit, sur le respect des droits humains, sur le respect des frontières. Général Trinquant. Oui, juste l'état de droit, évidemment, il est bafoué par les Russes, mais par les Américains aussi, comme Isabelle l'a rappelé aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous, j'allais dire pauvre Europe, il faut qu'on redécouvre ce que c'est que les rapports de force, hein, et qu'on fasse respecter l'état de droit comme on le pense. On parle de la Crimée, là. Moi, je pense qu'on devrait dire un peu à Moscou, et Kaliningrad, là, vous en pensez quoi? Vous voulez reprendre la Crimée sous prétexte que ça a été donné? Kaliningrad, je rappelle que ça n'a jamais été russe. Donc posez-vous la question. Vous voyez, ça ne revient jamais sur le dessus de la scène. Au passage, on est capable quand même de tutoyer ce sujet-là. Hein, je voudrais juste rappeler qu'il y a eu un exercice aérien monté par les Français dans les 8 derniers jours, qui est allé frapper en Suède, parce qu'il y avait un champ de tir, pour marquer qu'on pouvait frapper pas loin de la Russie, et passer de part et d'autre de Kaliningrad. Juste pour rappeler aux Russes que Kaliningrad, c'est quand même un peu isolé, et qu'ils devraient peut-être se préoccuper. Donc ça, c'est un rappel des problèmes de rapport de force. Et il faut absolument que l'Europe, notre belle Europe, qui en fait ne connaît plus les empires,
alors qu'il y a un empire russe et un empire américain ressuscité. Elle ne connaît plus les empires parce que les empires, c'était la guerre. Et donc, nous avons 27 pays qui ne savaient plus ce que c'était que la guerre. Eh bien, ils doivent redécouvrir ce que c'est que des rapports de force. Et quand on est la 3e puissance économique mondiale, avec 450 millions d'habitants, et le 2e budget de défense intégré mondial, 320 milliards, on a des moyens. Simplement, il faut se secouer un petit peu. Et il faut que les citoyens européens réalisent, comme disait Thucydide, il faut se reposer ou être libre. Vous voulez être libre? Ben on ne se repose pas, on se met au travail. Céline Marangé, pour Poutine, si ce deal est mis en œuvre tel quel, ça veut dire que la force paie, que c'est une incitation à aller plus loin, ou qu'est-ce que vous en pensez, vous qui connaissez bien la Russie? Je crois que les objectifs stratégiques de Vladimir Poutine ne se limitent pas à l'Ukraine. Je veux dire, il fait de l'Ukraine une obsession, ça c'est une évidence. Il veut rester dans l'histoire comme celui qui aura reconstitué la Grande Russie. Et il s'inscrit dans cette lignée de grands tsars. Je pense que c'est comme ça qu'il conçoit son action. Mais ça va bien au-delà. Il y a vraiment une dimension revanchiste dans sa démarche. Je crois que l'état final recherché, c'est une Europe affaiblie, c'est une Europe qui n'est plus capable de jouer son rôle de puissance normative, et c'est une OTAN qui est complètement qui serait divisée, ou même qui aurait disparu. C'est ça l'objectif, je veux dire, le rêve, l'objectif de Vladimir Poutine aujourd'hui. Et c'est pour ça, je pense, que le nouveau chancelier allemand, Merz, explique que c'est une menace pour la liberté en Europe. Et j'ajouterais à cet égard que les Russes sont aussi connus pour mener des actions hybrides et des actions de désinformation qui visent à saper la cohésion de nos sociétés et à délégitimer aussi. Ils le font à chaque élection en Europe. Ils le font à chaque élection en Europe, mais ça va beaucoup plus loin que ça, en fait. Et là encore, ça s'inscrit dans une continuité historique. Ce sont les méthodes soviétiques, les méthodes bolcheviques, en fait, qui sont remises au goût du jour. Il y a la pression militaire, la menace militaire, et en parallèle, une action de subversion qui vise à affaiblir l'adversaire déclaré. Et donc, je crois qu'effectivement, je rejoins tout à fait ce que le général a dit. Il faut se mobiliser et comprendre la gravité de la menace, en fait. La gravité de ce qu'on va devoir affronter sur le plan militaire, mais aussi sur le plan politique. Sur le plan militaire, on dit que les forces russes sont à bout, Général Trinquant. Est-ce vrai? Et à ce moment-là, à quel point sont-elles à bout? Et combien de temps leur faudrait-elle pour se reconstituer avant de mener une nouvelle attaque du type de celle qu'on a vue en Ukraine en 2022? Non, là, il est clair que les chars russes ne seront pas sur les Champs-Élysées demain. Comme les Cosaques qui étaient en 1814. Donc c'est évidemment, mais la Russie aujourd'hui a multiplié son budget de la défense par 2 globalement. Donc ils sont en train d'accroître considérablement le retard qu'ils avaient pris, et comme ils font la guerre, comme les Ukrainiens, ils découvrent les nouvelles formes de guerre, les drones. On en parlait pour les Ukrainiens, mais les Russes, c'est pareil. On redécouvert tout ça. Et les missiles. Ça, c'est de moins en moins coûteux. En fait. Voilà. Et puis, ils développent tout cela. Et puis, je voudrais revenir sur l'autre guerre que nous vivons aujourd'hui. Nous, on ne reçoit pas d'obus. On reçoit de la désinformation, du cyber, des attaques en permanence. Contre les hôpitaux aussi. Voilà. Donc cette guerre, elle est en cours. Et puis c'est open bar. Eux, ils ne se posent pas de question de savoir est-ce que j'ai pas le droit, j'ai pas le droit. C'est vous y allez tant que vous voulez. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, la puissance militaire est en train d'augmenter. Et la perspective... Alors moi, je cite je ne suis pas capable de faire l'évaluation. C'est l'OTAN qui dit il faut 5 ans. Du coup... Nous sommes en train de nous réarmer. Et quand vous écoutez le discours russe, il dit quoi? Regardez, les Européens s'arment pour nous attaquer. Et donc, il va falloir qu'on augmente. Vous voyez, on est dans une espèce de roue qui n'arrête pas de tourner. Et donc, je pense que nous devons prendre, surtout sur le plan, j'allais dire, des forces morales, comprendre qu'on a un ennemi
qui est devenu un ennemi systémique sur l'ensemble des domaines et qu'on doit s'armer là-dedans. Donc on doit avoir de meilleurs chars, de meilleurs avions, etc., mais aussi une capacité intellectuelle et morale de lutter contre ces attaques qui auraient tendance à vous dire « Écoutez, la guerre, ça ne vous concerne pas, restez tranquille dans votre coin, hein, profitez de la vie, tout va bien, et puis après ça, on verra ce qui se passera. » Tanguy, il y a un autre ennemi, entre guillemets, systémique, ou rival systémique, comme disent les Européens, c'est la Chine, qui regarde tout ça de très près. On imagine, Isabelle l'évoquait tout à l'heure, mais pour eux, il y a une application concrète qui est Taïwan. Il y a, pour Taïwan, comme l'a dit Isabelle, il y a une ouverture diplomatique qui est une évidence. Si on peut... si on a le droit de se servir, pourquoi ne pas le faire? Et puis, mais il y a, ça c'est l'autre bonne nouvelle, c'est effectivement cette espèce de désintérêt américain, où, alors je ne dis pas qu'il donne un feu vert, mais enfin, en tout cas, la lumière est devenue orange, elle n'est plus rouge, mais il y a peut-être une mauvaise nouvelle pour les Chinois, c'est effectivement la façon dont la guerre, l'art de la guerre, même si ce terme est étrange, mais se fait. C'est-à-dire que ces drones, encore une fois, on y revient et on y revient, c'est pas forcément une très bonne nouvelle pour les Chinois. Je suis pas sûr qu'aucune armée, enfin, on va dire, organisée moderne, n'avait prévu cet afflux de drones. Et par exemple, dans Très mauvaise nouvelle, on se souvient comment le navire amiral russe de la mer Noire a été coulé parce que tous ces systèmes de défense ont été brouillés par des drones et qu'il n'a pas vu arriver un missile. Les Chinois, c'est une île, hein, Taïwan, donc ils vont être obligés de mettre des navires à la mer. Alors, est-ce que ces drones, ça le général serait probablement beaucoup plus à même que moi que d'y répondre, c'est une bonne nouvelle pour l'offensive? Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour les défenseurs? J'en sais rien. Mais quoi qu'il en soit, ça change beaucoup de choses et je ne suis pas du tout sûr que les Chinois soient plus à même que nous de gérer ça. Général Trinquant, on sait que la mission dans l'accord de défense entre Taïwan et les États-Unis, dont on ne sait pas s'il sera appliqué, des forces taïwanaises, c'est de tenir 48 à 72 heures. Est-ce qu'elles sont capables, face à l'armée chinoise, de tenir avec tout ce dont parlait Tanguy? Écoutez, moi, du côté chinois, très honnêtement, je ne crois pas à une attaque militaire. Je crois à un étouffement de Taïwan, et avec un désintérêt américain. Vous savez que les Taïwanais sont prudents, ils ont 2 passeports. Ça vous dit tout de suite ce qui se passe si la Chine venait à étouffer Taïwan. Un bon nombre de Taïwanais pareil. La valeur ajoutée de Taïwan, ce sont les microprocesseurs. Les États-Unis sont en train d'installer sur leur territoire les sociétés taïwanaises pour construire des microprocesseurs. Donc la valeur ajoutée de Taïwan va beaucoup diminuer. Et pour les Chinois, c'est une question de temps, mais de propagande aussi. Pour M. Xi, le dictateur Xi, d'avoir quelque chose à conquérir l'État taïwanais, c'est important. Vous savez que lors des dernières élections, le parti indépendantiste, entre guillemets, qui n'est pas vraiment indépendantiste, n'a gagné que 40% des voix. Le lendemain, le porte-parole chinois disait, vous voyez, il y a 60% des Taïwanais qui sont pour leur attachement au mainland China. Donc je crois beaucoup plus à une manœuvre d'étouffement et de désintérêt américain qu'à une réelle offensive militaire. Le détroit, 120 km, je rappelle qu'entre l'Angleterre et la Normandie, c'était 40, donc c'est un peu compliqué quand même, et il n'y a pas de plage de débarquement sur Taïwan, ce sont des falaises. Donc ça me paraît compliqué. En revanche, toujours la même méthode, déstabilisation interne, faire apparaître aux Taïwanais qu'on ne va pas les aider, et donc ils ont intérêt à partir, c'est pas grave. Vous savez, si 40 ou 50% des Taïwanais déménagent au Canada, aux États-Unis ou ailleurs, eh ben les autres, ils deviendront chinois et ça ne posera pas de problème. Donc je crois plus à une manœuvre de ce type-là qu'à une manœuvre militaire. Ça n'empêche pas toutes les manœuvres militaires montées aujourd'hui pour intimider et pour justifier les efforts de réarmement de l'armée chinoise. Parce qu'il faut bien s'entraîner. Comme vous avez une armée, si elle reste à la caserne, ça ne sert pas beaucoup. Donc il faut l'entraîner. Et ce sont les manœuvres qui sont montées régulièrement, qui font monter la tension. Et là, on regarde, les Américains ne bougent pas trop. Bon ben, où ils bougent un peu, ce n'est pas le moment, on attend un peu. L'échéance, c'est quand même 2049. Donc il y a un peu de temps. Pour arriver à ça, c'est le centenaire. Oui, c'est le centenaire de la révolution, de la proclamation de la République populaire de Chine. Isabelle, Trump dit qu'il veut se désengager de l'Europe pour faire enfin ce pivot asiatique, et donc on imaginait que c'était pour défendre Taïwan. Si c'est pas pour défendre Taïwan, c'est quoi? Est-ce qu'à votre avis, il laissera tomber Taïwan pour faire un deal aussi avec les Chinois? C'est comment il veut affronter la Chine? C'est de la même façon qu'il veut affronter le problème russe, en faisant des cadeaux aux Chinois?
Écoutez, je crois qu'il veut avoir l'ascendant économique et militaire sur la Chine et qu'après l'histoire n'est pas écrite du comment et du pourquoi. Il ne cherche pas les détails. Non, c'est des grands objectifs qui l'intéressent. Quant au désengagement de l'Europe, oui, alors il a lieu et évidemment il va se confirmer, mais en même temps, je sais que les conseillers de Trump disent aux Français, mais si vous êtes allé en Ukraine et que vous êtes attaqué, on ne va pas vous planter, on va quand même rester là. C'est notre intérêt aussi. À chaque fois qu'il y a eu des volontés de se retirer complètement de l'Europe de la part des États-Unis, ils ont toujours été rappelés. La Russie reste une puissance nucléaire. Les États-Unis ne peuvent pas complètement se laver les mains de ce qui se passe dans une puissance nucléaire qui a des missiles qui peuvent les toucher. Enfin, je veux dire, c'est assez compliqué parce qu'en fait, comme toutes les cases de l'ordre international sont en train de bouger, on a du mal à voir exactement ce qui va sortir, en fait, parce que ça change absolument tout le temps. Il y a certaines personnes qui pensent que ça se terminera par une guerre entre les États-Unis et la Chine. D'autres personnes pensent que la guerre ne va être que économique. Trump a été élu pour mettre fin aux guerres américaines. Il ne veut pas ouvrir de nouveaux fronts et en même temps, il dit quand même noir sur blanc, si j'arrive pas à négocier un bon deal avec l'Iran, j'irai bombarder l'Iran. Vous voyez, on sait pas du tout où ça va mener. Si j'étais taïwanais, je ne ferais pas confiance à la promesse américaine, qui a été quand même vidée de sa substance par Trump. Comme les Japonais et les Sud-Coréens ne font plus guère confiance aux États-Unis d'Amérique, donc voilà, après, c'est difficile de se projeter, en fait, avec ce qu'on sait aujourd'hui dans 10 ans, en fait. Hein. Alors, on arrive bientôt au terme de cette émission. Pour terminer, je vais vous demander à chacun un pronostic. Est-ce que vous croyez à un accord de paix prochainement Général Trinquant, vous n'avez pas l'air de trop y croire, d'après ce que vous dites. Non, je n'y crois pas du tout. D'abord, Poutine a besoin de continuer la guerre pour tenir son régime. Le dictateur Poutine a besoin de la guerre et il met les moyens. Et le président Zelensky, aujourd'hui, intéressant, l'Algarade dans la Maison-Blanche a énormément renforcé sa légitimité en Ukraine. Et aujourd'hui, les Ukrainiens, se sentant abandonnés par les Américains, se rallient à l'Europe et espèrent pouvoir tenir comme ça. Donc s'il y avait une élection, et probablement Zelensky remporterait cette élection, si elle se déroule dans des conditions normales. Céline Maranger, vous y croyez, vous, à un accord ? Je n'y crois pas non plus. Je crois que ça ne va pas aboutir et que la guerre va s'enliser. Je pense que les Russes n'ont pas intérêt à arrêter cette guerre, ne serait-ce que parce qu'ils ont 550 000 hommes sur le terrain et que ça impliquerait de devoir les démobiliser, ou au moins partiellement, et que ça poserait des questions de gestion de cette, de cette armée. Et puis pareil, pour terminer, vous nous avez demandé le mot de la fin, pour terminer, ce qui me semble très important de souligner, c'est qu'en fait, l'absence d'engagement des États-Unis en faveur de l'Ukraine pour ce qui concerne les garanties de sécurité, implique, de mon point de vue, un affaiblissement de la crédibilité de l'article 5. Je m'explique, c'est-à-dire que l'OTAN est fondée sur l'idée de la défense collective et que si l'un est attaqué, les autres pourront, ne sont pas forcés, mais pourront lui, se porter volontaires pour lui venir en aide. Et évidemment, les États-Unis ayant cette puissance militaire, il a toujours été central qu'ils se portent garant de cet accord. Et là, tout ce qui s'est passé depuis 3 mois, en fait, je pense, laisse à penser à Vladimir Poutine ou à Xi Jinping que finalement, ils peuvent agir sans grande conséquence. Merci Céline. Pardon, Isabelle, vous y croyez ou La paix, non, parce que je pense que Poutine est intrinsèquement lié à la guerre. Il est arrivé au pouvoir par la guerre, et je pense qu'il quittera le pouvoir en guerre.
Par contre, je pense qu'il n'est pas impossible qu'on ait un cessez-le-feu non durable, qui s'effiloche, etc. Tanguy. Je ne vais pas être très original, hein. Je ne pense pas que ce soit possible non plus. Poutine a une vision impériale des choses. C'est un empire et un empire n'a pas de demi-victoire. Alors effectivement, comme dit Isabelle, il peut à un moment... Là, on voit bien, il a annoncé un cessez-le-feu de 3 jours pour la grande victoire patriotique du 9 mai. Effectivement, avoir intérêt à un moment de faire souffler ses troupes, donc d'accepter un cessez-le-feu temporaire, mais il reprendra la guerre. Il pense pouvoir gagner, et a fortiori, effectivement, si les Américains affaiblissent leur soutien. Voilà, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau club international consacré à l'Allemagne et à l'arrivée au pouvoir du nouveau chancelier Merz.